956 enfants victimes de sévices corporels, dont 604 filles et 352 garçons, ont été pris en charge au centre de référence et d'orientation pour la prise en charge des enfants en situation difficile entre 2017 et 2018 au Togo. Et au cours de la même période, 410 enfants présumés auteurs d'infractions ont été accueillis par la brigade pour mineurs de Lomé. Les enfants sont confrontés à la justice dans différentes circonstances. Accès à la justice des enfants au Togo, où en est donc le pays dans les différentes actions. On en parle dans votre émission Et nous de ce jour. Bonjour chers auditeurs de Radio Dina, je suis Edwige Pédou. Avec nous dans ce studio, Casimira Bengue, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà, Casimira Bengue, chef de la section protection de l'enfant de l'UNICEF Togo. Bonjour madame. Bonjour. Également avec nous, Maman Raouf Tchaniao, directeur de l'accès au droit et à la justice au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, je me tourne vers madame Casimira. Faites-nous l'état des lieux de la protection et de la défense des droits de l'enfant au Togo. Bien, pour faire un état des lieux, disons comme ça, sur la situation de la protection des enfants au Togo, ça sera intéressant de rappeler l'enquête des indicateurs multiples, que c'est le MIX, de 2017, qui nous donne une photographie, disons, de la situation, de la situation des droits des enfants au Togo. Le MIX a montré que les dernières années, pendant les dernières années, avant 2017, il y a eu une évolution de la situation. Il y a certaines cas, certaines dimensions, disons, qui ont amélioré, mais qu'il y a toujours les défis. Par exemple, le MIX nous a montré que l'enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans a augmenté de 78% en 2010 à 82,9% en 2017. Il y a eu une augmentation dont 79% des enfants de moins d'un an. Il y a eu une augmentation énorme par rapport à l'enregistrement des enfants. Et ça permet ces enfants avoir accès à ensemble de droits à l'éducation, à la santé, à la protection, etc. Cependant, le MIX nous a montré aussi que le pourcentage des filles qui ont de 15 ans a baissé de 7%, qui ont marié à l'âge de 15 ans, et a baissé de 7% en 2010 à 6,4% en 2017. Ça aussi montre une réduction. En revanche, le MIX montre que 24% des femmes âgées de 20 à 24 ans, elles ont eu le mariage avant 18 ans. Ça veut dire que 24%, ils se sont mariés. Elles étaient mineures avant de se marier. Le MIX aussi nous a montré que entre 2014 et 2017, le pourcentage des enfants de 5 à 17 ans travaillant dans les conditions dangereuses a augmenté de 21,7% à 32,9%. Et un donné aussi intéressant que le MIX a montré, c'est que 92% des enfants âgés de 2 à 14 ans ont subi des sanctions disciplinaires violentes. Ça montre une dimension de violence énorme dans le pays, même si s'il y a quand même une réduction au niveau des chiffres. Une autre donnée intéressante de réfléchir, c'est le signalement des cas de violence à niveau de la ligne verte à l'ODIS-11. On regarde qu'entre 2015 et 2019, plus de 60 000 cas de violences ont été dénoncés, signalés à ligne verte à l'ODIS-11. Il y a des cas qui, parfois, après l'investigation,
on voit que c'est une question de protection, etc. Mais il y a quand même des défis liés à vulnérabilité, à protection d'enfants dans le pays. Et ça, c'est intéressant de montrer que le signalement des cas, les mécanismes existants de signalement des cas, ne donnent pas un aperçu réel de la situation. Ils ne montrent qu'est-ce qui se passe à niveau domiciliaire, la violence domiciliaire. Seulement les cas, les personnes qui arrivent à dénoncer, qui sont recensées. Et il y a les défis aussi à niveau de milieu rural et milieu urbain. Ça aussi, c'est intéressant de voir, surtout l'accès au service de protection. On parlera de ça tout à l'heure. Alors, globalement, avec les chiffres que vous avez donnés, est-ce qu'on peut dire que sur les 10 dernières années, le Togo a eu des avancées par rapport à la protection et à la défense des droits de l'enfant? Oui, mais il y a toujours les défis. Même si les chiffres ont amélioré, il y a quand même, les chiffres sont toujours préoccupants. Alors, y compris avec les enfants en contact avec la loi. Alors, je vais me tourner vers le ministère de la Justice. Aujourd'hui, il y a eu des chiffres énumérés. On sait que vous vous occupez principalement des enfants qui sont en conflit avec la loi et autres. Parlant de chiffres, 5 ans, ces 5 dernières années, est-ce que vous avez eu des chiffres par rapport aux enfants qui sont en conflit avec la loi au Togo? Des chiffres seront mitigés, mais avant d'aller vers les chiffres, je vais revenir un peu à ce que Mme Kasmira Mbégué a dit par rapport à l'état des lieux. Le mix est préparé, l'enquête mixte est préparée à partir de la somme de plusieurs ministères, que ce soit au niveau de la santé, l'action sociale, l'éducation, ainsi de suite. Donc, les chiffres que Mme Kasmira vient de nous donner montrent effectivement qu'aujourd'hui, la question de l'enfant est une préoccupation de l'ensemble des ministères. Chacun, en ce qui le concerne, joue son rôle. La santé joue son rôle, l'éducation joue son rôle, l'action sociale joue son rôle, le ministère de la Justice joue son rôle, s'agissant, et les organisations de la société civile aussi jouent leur rôle dans l'ensemble. Et à côté, nous avons les partenaires, comme l'UNICEF ici, qui viennent appuyer tous les efforts fournis par le gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les enfants en conflit avec la loi, c'est des enfants qui viennent et qui partent, qui viennent, qui partent. Mais je sais que nous avons les chiffres, Mme Kasmira. Je ne sais pas si vous pouvez donner les chiffres. Par rapport aux enfants en conflit avec la loi? C'est intéressant de dire que les enfants sont en contact avec la loi, dans 3 conditions. D'accord. Alors, de 4 conditions. Ils sont en contact avec la loi pour les faits civils, par exemple pour l'adoption, pour les cas de tutelle, etc. Ils sont en contact avec le système de justice, y compris. Par rapport au divorce des parents, etc. Ils sont en contact avec la loi en tant que victimes des violences, témoins des violences et auteurs de violences. Voilà. Et l'ensemble d'enfants en contact avec le système de justice, avec la loi justice et la loi, les chiffres, on n'a pas la totalité des chiffres, mais on a le donné qu'environ de 5 000 enfants, ils ont été en contact avec le système de justice dans les dernières 5 années. Alors, soit comme victime, témoin ou auteur de violences. Et au niveau de la brigade pour mineurs, je vais parler des enfants auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, combien d'enfants sortent à ce niveau? Le chiffre varie. De toutes les façons, ça n'a été jamais stable. Parce que chaque jour, les enfants, chaque semaine ou chaque mois, les enfants sortent et d'autres arrivent. Mais en moyenne, on enregistre 25 à 40 enfants toujours par période. Et à chaque instant que ça sort, avec la faiblesse de la réinsertion ou le système de faiblesse du cadre familial, les enfants là font la fugue et puis ils reviennent. Donc c'est un peu ça. Mais il faut retenir qu'actuellement, si vous allez à la brigade pour mineurs, vous allez trouver entre 25 et 40 enfants. Et dans le pays entier, on a eu au mois d'avril, dans le pays entier, 60 enfants. 60 enfants. Et ça c'est une remarque que je voulais faire.
Ça, c'est un avantage, disons, de Togo en comparaison à d'autres pays. Le nombre d'enfants en conflit avec la loi, auteur de violence, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Ici, on fait une analyse de la typologie des cas, des infractions. On voit qu'ils sont des infractions mineures qui n'ont pas un niveau de violence externe. C'était intéressant que maintenant, pendant la période de Covid, il y a eu une action immédiate du système de justice pour libérer une partie de ces enfants. Environ de 30 enfants ont été libérés. Ça veut dire qu'il y a une réduction même de la moitié des enfants qui étaient au niveau de la brigade. Non, pas seulement de la brigade, qui est au niveau de la brigade et dans le quartier des mineurs, dans les 13 prisons. Au niveau de l'intérieur du pays. Alors, quels sont majoritairement les droits des enfants qui sont bafoués au Togo? Je me tourne vers M. Tienya. Je crois qu'elle vient de le dire même dans l'introduction en donnant des chiffres. C'est les violences faites aux enfants, c'est la maltraitance qui est faite aux enfants. Il suffit de voir un peu ce que nous recueillons avec Allo 10-11. On voit qu'à chaque instant, c'est des cas récurrents qui reviennent. Il n'y a pas... entre griffes, un crime comme ça ou des crimes comme ça signalés, mais c'est criminel, ces actes de violence, ces actes de maltraitance, mais pour les enfants, c'est récurrent, et à chaque instant, lorsque l'enfant se retrouve directement en face, par exemple, des autorités, qu'est-ce qu'il y a? C'est la maltraitance, c'est la violence faite aux enfants, c'est le trafic des enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est des actes qui sont prévus et punis par la loi togolaise. Les violences sexuelles. Les violences sexuelles. Donc, si on prend les violences sexuelles, physiques et autres, donc aujourd'hui, les trafics, majoritairement, c'est ces trois droits qui sont plus bafoués dans le pays. Disons que, bien, je ne peux pas affirmer qu'ils sont... Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Mais je peux dire, par exemple, que les disciplines violentes, c'est 92% des enfants qui sont soumis à maltraitance. Oui, ça c'est un grand défi. Les enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, ça aussi c'est un défi. Le travail des enfants. Oui. C'est le travail des enfants, l'exploitation de son travail, c'est aussi un des grands défis au Togo. Alors, nous allons revenir, Alexis, à la justice, puisque c'est le sujet de cette émission. Quand on parle de droit à la justice adapté aux enfants, qu'est-ce que cela implique, M. Tianyao? Cela implique qu'il y a un droit adapté aux adultes et un droit adapté aux enfants, notamment dans les procédures. Vu son âge et son statut, la justice pour mineurs prend une procédure spéciale. On le voit dans nos tests, que lorsque, par exemple, il y a un fait en direction d'un adulte, c'est comme ça que la procédure doit être faite. Mais s'il s'agit des enfants, c'est comme ça que ça doit être fait en fonction même du statut des enfants. Et même si vous prenez les enfants, par exemple, auteurs d'infractions, ceux qui commettent des infractions, les enfants, on les catégorise. Et jusqu'à 14 ans au Togo dans la législation, l'enfant est pénalement irresponsable. Vous comprenez? C'est après 14 ans, 15, 16, 17 ans qu'on engage la responsabilité pénale de l'enfant avec la procédure adaptée à ces enfants. Lorsque, par exemple, on vous dit qu'on a attrapé une bande de malfaiteurs qui ont commis des bêtises, qui ont commis des infractions, lorsque le dossier arrive à la justice, la première des choses, c'est d'identifier les personnes qui ont fait ça. Et lorsqu'il y a parmi ces personnes des enfants, on fait ce qu'on appelle la disjonction de la procédure. Et donc, la procédure qu'on utilise spécialement pour le cas de l'enfant constitue ce qu'on appelle la justice adaptée à l'enfant. Et si je vais plus loin, et c'est ça où nous voulons aller, si à un moment donné, on est en train de faire des efforts pour asseoir, par exemple, ce que nous appelons, ce que vous appelez la brigade, que nous, on est en train de transformer dans le cadre du projet, les centres d'accès au droit à la justice pour les enfants. C'est ce qu'on va les appeler désormais. Il ne sera plus de brigade. Il y aura la brigade ailleurs. Mais ça, là, ce serait des centres comme ça. Nous voulons aller vers une justice
restaurative, c'est-à-dire une réinsertion vraie. C'est-à-dire que le Togo a pris part, par exemple, à la conférence mondiale sur la justice juvénile en 2015 à Genève. C'est une conférence mondiale qui encourage les États que pour le bénéfice des sociétés de demain et pour la récupération des enfants, parce qu'il faut donner, comme c'est des enfants, il faut leur donner une seconde chance. Ce ne sont pas des adultes. Donc, quand ils commettent effectivement des infractions, qu'on utilise des systèmes de manière à ce qu'ils retrouvent leur société et devenir des adultes prêts à participer, à contribuer au développement. Donc, c'est ça la justice adaptée à un enfant, c'est-à-dire des procédures qui sont hors de la procédure régalienne, la règle pénale normale. Vous voyez? Alors, donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle une justice adaptée aux enfants. Alors, pourquoi la justice adaptée ou la justice restauratrice est-elle aujourd'hui importante pour vous en tant qu'organisation? Bien, important parce que d'abord, on a la Convention des droits des enfants et toutes les législations internationales sur la justice juvénile qui nous donnent les paramètres pour la prise en charge des enfants en contact avec la loi. Nous savons que les enfants, une personne, avant d'avoir 18 ans, elle est dans un processus de développement. Elle n'est pas un adulte, elle est une jeune, un adolescent. Et les conditions de prise en charge doivent respecter cette condition péculière de développement. Alors, la Convention des Nations Unies et même la législation togolaise, elle définit une série de droits et garanties légales que nous devons assurer aux enfants en tant que victimes, en tant que témoins ou bien auteurs de violences. Ça veut dire que pour nous, c'est important le respect à ces enfants, à ces droits, à ces garanties, pour que les enfants puissent être traités en dignité, mais en même temps, ils peuvent, dans le cas des enfants infracteurs, ils peuvent être responsabilisés selon leur âge, mais en respectant leur dignité et leurs droits. C'est pour cela que pour nous, c'est vraiment important le respect à ce qui sont les engagements des pays, y compris le Togo, par rapport à la protection des enfants. Et surtout pour assurer que ces enfants qui ont commis une infraction ou bien qui étaient victimes de violences, ils peuvent être récupérés, ils peuvent être pris en charge et pouvoir se transformer dans les adultes qui puissent contribuer au développement d'un pays. Est-ce à dire qu'il y a eu un constat par rapport à la défaillance de la justice? C'est pourquoi aujourd'hui vous décidez de vous tourner vers la justice restauratrice? La défense de la justice, je ne sais pas si c'est défense de la justice, mais il faut que la justice évolue et s'adapte. Puisque quand les enfants vont à la brigade, ils reviennent, il faut qu'ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'à chaque instant, est-ce que c'est comme dans le Code de l'enfant de 2007, on se posait la question de savoir s'il fallait ou pas utiliser le bâton à l'école. Vous comprenez, non? Est-ce qu'en utilisant le bâton à l'école, ça ne radicalise pas un enfant? C'est toute la question. Est-ce que vous croyez que le bâton va amener l'enfant à obtenir ce que vous voulez de lui? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? C'est comme ça. Donc, le Togo a déjà pris part, comme elle vient de le dire, est parti à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ça voudrait dire que le Togo a opté d'aller vers la justice pour mineurs. Ce n'est pas seulement au niveau de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Togo aussi fait partie de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et comme elle vient de le dire tout à l'heure, lorsque vous prenez le Code togolais de 2007, même s'il est insuffisant, il a suffisamment pris en compte les différentes catégories d'enfants qui doivent être regardées par le système judiciaire. Vous voyez, c'est ce que je disais. Que maintenant, ce que nous sommes en train de faire, quand vous parlez de défaillance, je parlerai des insuffisances. Je parlerai plutôt des insuffisances parce que quand vous prenez le Code de l'enfant de 2007, il a été consacré en 2007 et c'est un effort. Parce qu'avant 2007, il n'existait pas un test
est là, parce que je sais où vous voulez en venir, la justice adaptée aux enfants. Il y a maintenant le code propre à l'enfant depuis 2007 qui est utilisé. Mais maintenant, avec l'évolution de la situation, l'évolution de la société, les cas que nous avons, l'évaluation de ce code, on a remarqué maintenant des insuffisances de prise en charge des enfants. Et pour combler les insuffisances, les projets tels que ce que nous sommes en train de faire avec l'appui de l'UNICEF et de l'Union européenne viennent nous aider à mettre en place des outils pour combler ces insuffisances. Et alors, est-ce que la justice togolaise est adaptée aux enfants? Je vais expliquer ça. Je vais terminer. La justice togolaise est adaptée aux enfants, oui. Pourquoi? Parce que si vous prenez au jour d'aujourd'hui, de Lomé jusqu'à Dapaon, et ce depuis 2016, si vous prenez les juridictions, vous allez voir que dans chaque juridiction, il y a des juges chargés des questions des enfants. Lorsque vous prenez, par exemple, au niveau de Lomé seul, ici au tribunal de première instance de Lomé, au niveau du parquet, là, quand je dis parquet, il y a où le procureur est substitut, il y a un juge substitut ou deux juges substituts chargés spécialement des questions de l'enfant au niveau du parquet. Au niveau du tribunal, il y a des juges pour enfants. On appelle le tribunal pour enfants. Maintenant, dans les juridictions de deuxième classe, par exemple à Tapamé, à Sokodé, pour Lomé, c'est la première classe. Je parle des chefs-lieux de région. Vous allez voir un juge pour enfants. Et dans les tribunaux de deuxième et de troisième classe, vous allez voir, par exemple, un juge, mais chargé de l'enfant dans leur décret de nomination. Et ce que nous avons fait, c'est avec l'appui depuis toujours, c'est le renforcement de la capacité, effectivement, de tous ces acteurs, ces chaînes d'acteurs judiciaires qui prennent en charge les enfants, sur la vision voulue aujourd'hui par le gouvernement, s'agissant de la question de l'enfant dans le système judiciaire. Et c'est ça, la justice adaptée à l'enfant. Puisque la question qui revient souvent, les inquiétudes, c'est que les juges ou bien les acteurs judiciaires ne sont vraiment pas en phase avec tout ce qui concerne le droit des enfants. Bien, disons que ça, c'est comme une marathon qui en est dans un moyen de chemin. Il y a un investissement qui a été fait, énorme, même avant et pendant un niveau de ce projet. Il y a un investissement que le pays, le gouvernement togolais, il a même assumé à partir du PND, il y a une priorité liée, un objectif spécifique pour garantir l'accès à la justice à tous les citoyens. Il y a tout un engagement du ministère de la Justice par rapport à un programme d'amélioration de l'accès à la justice dans son ensemble. Et dans ces programmes, il y a toute une dimension spécifique pour améliorer la justice pour les enfants. Disons qu'il y a, comme M. Tchanao vient de dire, il y a eu un investissement énorme pour assurer qu'au moins à chaque juridiction, il y a un juge des enfants, chargé des affaires des enfants. Même s'il n'est pas un juge spécialisé, il est en charge. Mais disons que ça, c'est insuffisant. Il y a déjà un énorme pas, mais c'est insuffisant, surtout parce que ça bénéficie principalement dans les milieux urbains. Si on rentre dans les milieux ruraux, là, les distances, les défis qu'il y en a, qui sont proprement dit à niveau des conditions et d'accès au système de protection de l'enfant, y compris le système de justice, il y a des difficultés pour l'opérationnalisation de ce système. Disons qu'il y a une insuffisance à niveau des juges, il y a certains défis à niveau de l'application des procédures, comme M. Tchanao vient de dire, actuellement on est à faire la relecture du code de l'enfant à cause de ces insuffisances. Et le gouvernement veut adopter, même dans ses projets, les directrices pour la justice, pour combler ces lacunes existantes. Il y a les défis liés aux moyens pour que les juges, les procureurs, les assistants sociaux puissent faire la prise en charge des enfants. Pour ces enfants qui sont privés de liberté, il y a toute une série de défis par rapport aux lieux où ils sont pris en charge. Et c'est pour cela, je reviens à la question que vous avez posée,
qu'on essaye d'aller sur les mesures alternatives. Ça veut dire que il y a toujours le système formel de justice, mais la législation internationale nous recommande à essayer, à prioriser les mesures alternatives au système formel. Sont plus rapides, ils évitent que l'enfant soit présenté en un système formel de justice. Sont plus efficaces parce qu'il y a une participation de la communauté, de la victime, de l'acteur, des parents, des chefs coutumières, de toute la communauté dans le règlement des cas. Et c'est plus proche du citoyen. Ça veut dire que l'enfant n'a besoin pas de se déplacer de Quelam pour venir à un tribunal, mais il peut régler l'affaire au niveau de sa communauté, à partir d'une façon amiable. Et du point de vue de récupération et réinsertion de cet enfant, de réparation, y compris de la dommage, c'est plus efficace. Alors, parlant de l'accessibilité à la justice aux enfants, Madame a énuméré tout à l'heure les défis qui restent à relever au niveau du Togo. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Justice, qu'est-ce qui se fait concrètement pour arriver à un accès facile à la justice aux enfants? Oui, c'est ce que je dis quand je dis un accès facile avec la mise en place de ce programme d'amélioration de l'accès à la justice aux enfants au Togo. Nous avons obtenu des résultats. Non seulement on a renforcé la capacité des acteurs judiciaires de manière à ce qu'ils soient de plus en plus regardants sur les questions des enfants, mais aussi l'espace. C'est-à-dire que quand on prend par exemple Lomé, nous avons aujourd'hui le centre qui est en train d'ouvrir. C'est un centre de référence, je le dirais d'ailleurs, dans le ressort de la Cour d'appel de Lomé. Mais si on va aussi à Kara, nous avons aussi le centre Don Bosco. Notre préoccupation, c'est de faire en sorte que lorsque les enfants sont auteurs, surtout, de l'infraction, que les juges ne se peinent plus à dire mais où est-ce que je vais le laisser. Il y a des camps, vous êtes avec les juges à l'intérieur du pays, et ils connaissent bien, ils savent bien les difficultés qui se posent. Par exemple, si vous prenez la région, par exemple, de Gerinkuka, à plus de 60 km de Bassar qui est à plus de 50 km de Sokone, et quand l'enfant est auteur d'infraction et il est pris, le juge se pose la question de savoir, il a été amené par une gendarmerie ou une police de la ville, il se pose la question de savoir où est-ce que je vais le laisser. Mais de plus en plus, avec les centres de référence, le ministère est en train de mettre des références pour qu'on puisse acheminer ces enfants vers là. Parce que l'enfant, c'est un enfant, comme on le dit, lorsqu'il est pris et qu'il est présenté, par exemple, à la brigade de gendarmerie ou de police, il y a un temps où il ne doit pas dépasser, selon les règles, la procédure. Et après, quand il arrive chez le juge aussi, comme c'est un enfant, le juge, même si, c'est ce qu'ils disent, même s'il y a des quartiers pour mineurs, et ils ont de la peine, effectivement, à envoyer des enfants là-bas. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas dans certains quartiers, tu trouves un ou deux enfants. Ce qui est dangereux même pour la santé psychologique de l'enfant. Vous comprenez? Ce qui est dangereux, parce que l'enfant, c'est un être social qui, en réalité, même s'il doit être momentanément privé de sa liberté, il faut qu'il soit social dans un environnement. Il se parle. D'où, je dis, le salut de ces centres de référence au niveau de la Cour d'appel de Lomé, à Lomé ici, et au niveau de la Cour d'appel de Kara, à Kara. Alors, oui, allez-y. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, ces centres prennent en compte les différents aspects de prise en charge d'un enfant en difficulté? Moi, je pense qu'on doit faire la différenciation. Oui. On est à parler des enfants en conflit avec la loi. Ça veut dire les enfants qui sont auteurs de violences. Et on n'est pas à parler des enfants victimes. Victimes de violences aux témoins. Pour les auteurs, pour les enfants auteurs de violences, les défis qui nous avaient jusqu'à maintenant étaient que les juges n'avaient pas des alternatives qu'à la privation de liberté. Même si la loi énonçait la possibilité d'avoir la mise en place des mesures alternatives de réinsertion de ces enfants hors de la privation de liberté, et le programme n'existait pas, n'avait pas un décret d'exécution de ces mesures qui permet aux juges de les appliquer. Alors, la seule
alternative qu'il y avait, c'est de priver ces enfants de liberté. De les envoyer dans le quartier de mineurs ou la brigade pour mineurs à Lomé ou dans le quartier de mineurs dans les autres régions du pays. Quel est l'avantage, quelle est la valeur ajoutée de ces projets? Ces projets, il avait 3 grands axes. Un premier grand axe, c'était le renforcement du cadre légal et de politique et de programme à niveau des enfants. Ça veut dire qu'il y a eu une relecture de code d'enfants qui a permis déjà d'ajouter des mesures alternatives à privation de liberté, y compris la médiation. Il y a une proposition de donner aux juges ces outils, disons, légaux, qui lui permettra d'avoir plus d'alternatives. Ça veut dire que si le cas, ce n'est pas un cas grave, qui c'est la plupart des cas, sont des cas des vols d'un télémobile, d'un cellulaire, un téléphone cellulaire, sont des petits vols, disons. Pour ce type de cas, on n'a pas besoin de priver de liberté d'un enfant. On prive des mesures alternatives. La privation de liberté, c'est une mesure de dernier recours pour les cas graves, exceptionnels. Disons que, mais comme les juges n'avaient pas ce mécanisme légal, ils ne pourraient pas le faire. La grande innovation de ces projets, c'est à niveau de cadre légal qui introduit aussi une nouvelle stratégie pour la justice juvénile et donne toutes les orientations pour que les juges puissent faire la prise en charge des enfants en contact avec le système de justice de façon plus harmonisée avec le système légal. À part de ça, il y a eu les renforcements de capacité qui vient déjà être mentionné. Il y avait un renforcement, le projet a une deuxième dimension qui c'est le renforcement des capacités des acteurs, soit du point de vue des spécialités, de renforcement technique, mais à niveau de opérationnalisation des structures de protection d'enfants. Et c'est là qu'on a pu faire la construction d'une nouvelle brigade pour les mineurs, qui c'est un nouveau bâtiment qui répond aux paramètres internationaux de protection des droits pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Mais les grandes innovations aussi du projet, c'est qu'au-delà de la brigade pour mineurs, d'un nouvel bâtiment pour la brigade pour mineurs à Lomé, il y a eu la construction d'un bâtiment à Kara, auprès de Don Bosco, pour seulement il va être dédié exclusivement pour les mesures alternatives. Ça veut dire que les enfants en conflit avec la loi, ils seront là-bas, ils vont être pris en charge en liberté, auprès de ses parents, à niveau des communautés et hors des prisons, entre guillemets. C'est ça la grande innovation. Par rapport à l'autre innovation, il va compléter, c'est que de Lomé jusqu'à Dapon et dans les régions, lorsqu'on veut prendre en charge un enfant, on le prend de façon holistique. Vous prenez en compte les enfants auteurs. On parle des enfants auteurs. Oui, les enfants auteurs, c'est de façon holistique. C'est-à-dire que lorsque l'enfant commet une infraction, il quitte depuis la gendarmerie ou la police se présente au juge. Lorsque le juge prend ses ordonnances, les ordonnances sont mises en place par d'autres acteurs, notamment les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, les gens de la santé. Donc nous avons fait un renforcement de capacité de tous ces acteurs sur la prise en charge, même de cet enfant auteur d'infraction, dans le but de le comprendre et de l'amener un jour vers une vraie réinsertion, parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule structure, ce n'est pas l'affaire d'un seul acteur. C'est pourquoi je parle de prise en charge holistique. C'est multisectoriel. Et cela a permis de renforcer la troisième dimension de ces projets, qui c'est de l'amélioration de la coordination et du suivi des enfants. Ça implique une collaboration fonctionnelle entre les différents acteurs de l'État, y compris une liaison, une collaboration étroite avec la société civile,
et les familles. Alors, on va en parler. Vous êtes sur Web Radio Djena dans Et nous. Nous sommes aujourd'hui avec Casimir Abenje, chef de la section protection de l'enfant de l'UNICEF Togo, Maman Raouf Tchaniao, directeur de l'accès aux droits et à la justice au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République togolaise. Nous parlons aujourd'hui de l'accès à la justice aux enfants au Togo. Vous allez parler tout à l'heure du lien qui doit exister entre les différents acteurs, parce que quand on parle de justice adaptée, la coopération est nécessaire entre les représentants du gouvernement, les acteurs locaux, ONG, société civile, familles et enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces entités cheminent ensemble au niveau de la justice togolaise? C'est ce que je parle, le cadre de coordination qui existe. C'est applicable déjà qui est opérationnel, où nous avons... ça existe, mais on peut mieux faire. Oui. Ça voudra dire concrètement quoi? Ça voudra dire que depuis 2016-2017, nous avons un cadre de coordination multisectorielle qui implique tout l'ensemble des ministères et des organisations de la société civile impliquées dans la prise en charge des enfants. Et nous avons par semestre une réunion de coordination pour faire l'état des lieux de ce que chaque acteur, non seulement l'état des lieux pour évaluer la mise en œuvre du programme, mais quelles sont les difficultés rencontrées dans la coordination et quelles sont les solutions à proposer dans le cadre de cette comité de coordination. Maintenant, on en vient maintenant aux enfants victimes, parce que souvent, il y a des avocats qui disent que le processus, même les ONG disent que le processus n'est pas trop rapide par rapport à la prise en charge des enfants victimes. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau, au niveau du ministère? Quand l'enfant est victime d'une violence, il faut chercher un auteur. Mais qu'est-ce qui se fait au ministère? On a un projet, ce qu'on appelle la loi sur l'aide juridictionnelle, qui n'est pas encore opérationnelle. Et la loi, je vais peut-être faire ceci pour mieux me faire comprendre, même lorsque vous prenez, par exemple, le budget du ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle les frais de justice criminelle. C'est-à-dire que ces frais sont mis seulement que pour ceux qui sont auteurs d'infractions. Vous comprenez, non? Mais il n'y a pas des frais pour dédommager les victimes. Pour les enfants victimes. Attendez, pour les adultes. D'accord, pour les adultes. Oui. Donc, c'est la même chose au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'on vous dit frais de justice criminelle. Mais ce n'est pas suffisant, mais c'est frais de justice. Mais pour les victimes, il n'y a pas une ligne budgétaire au sein du budget du ministère de la Justice. C'est face, effectivement, à ce constat que le ministère, dans le cadre de la réforme du système judiciaire, a mis en place la loi, qui n'est pas encore opérationnelle, la loi sur l'aide juridictionnelle. Et si vous prenez le contenu de la loi sur l'aide juridictionnelle, qui est supposée prendre en charge les femmes et les personnes victimes, par exemple, de violences, il y a une grande partie qui est consacrée aux enfants et puis aux femmes de cette loi. Mais je dis que cette loi n'est pas encore opérationnelle. À quand l'opérationnalisation de cette loi? Voilà, je suis à un niveau où je n'ai pas décidé, parce que lorsque la loi doit être adoptée, elle doit être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a été envoyée? Elle a fait l'objet de plusieurs lectures. Elle a fait l'objet de plusieurs lectures. Donc, quand on va adopter la loi au niveau de l'Assemblée nationale, il va falloir revenir prendre des décrets d'application de ces lois au niveau du gouvernement. Et à partir de la prise d'un décret, on peut rendre la loi opérationnelle à travers les services du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'est-ce qui freine l'adoption de la loi au niveau des députés? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait au niveau du ministère? Il y a la hiérarchie du ministère de la Justice qui suit. Moi, je ne suis pas la hiérarchie. Il y a le ministère qui est collaborateur. Mais c'est intéressant aussi que la loi en soi ne fait pas la réparation des dommages. Et aussi ne fait pas la prise en charge des victimes. Et ça, c'est une question qui c'est important de comprendre. Que la prise en charge holistique d'une victime de violence implique une relation fonctionnelle entre plusieurs secteurs. Ce n'est pas seulement d'exclusive responsabilité du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a la dimension juridique, en certain sens de concept, mais il y a, par exemple, l'intervention nécessaire du ministère de la Santé,
deux ministères de l'action d'éducation, sociale. les ministères de l'action sociale. Il y a plusieurs acteurs qui doivent travailler ensemble. Et même de la communauté. Oui, la communauté en soi. L'administration territoriale. Pour le registrement des naissances, par exemple, si une fille qui est victime de violence, elle n'a pas un acte de naissance, elle n'a pas un document qui certifie son âge, c'est difficile la procédure judiciaire. Alors, disons qu'il y a le défi de la mise en place de certaines lois qui existent déjà et que nous avons besoin de renforcer. Et c'est là que M. Chanao parle de la question du budget. C'est nécessaire vraiment des lignes budgétaires pour la mise en place de ça, de cette législation et des politiques de protection des enfants victimes. Ça, ce n'est pas différent pour les enfants auteurs. Aussi. La situation, c'est la même. Ces enfants, ils ont besoin aussi d'une prise en charge holistique. Même s'ils ont commis une infraction ou ils sont accusés d'être en délit, ils ont les droits à des garanties, à l'assistance juridique, assistance d'un avocat ou d'un parajuriste. Ils ont besoin de pouvoir continuer à étudier. S'ils ont besoin d'avoir assistance médicale, ils ont besoin d'avoir l'assistance sociale. Il y a tout ensemble de droits qui doivent être assurés à ces enfants et que nous avons les défis actuellement pour le faire. Alors, parlant des enfants victimes, si un enfant est victime de viol, aujourd'hui on se dit il faut amener des preuves. C'est ce qui est demandé au niveau de la justice pour pouvoir mettre en prison celui qui a été l'auteur. Et aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la justice, vous essayez de voir, de prendre en compte les milieux reculés? Parce qu'une fille qui est à Djarkmanga, qui est victime peut-être d'un viol, ne peut pas arriver jusqu'en ville pour est-ce que vous prenez en charge tout ça? Mais la justice, il faut comprendre le concept de la justice. La justice ne fait pas une limite quand l'enfant est violé à Djarkmanga, à Mandourou et ainsi de suite. Mais je parle des preuves, parce qu'aujourd'hui, pour faute de preuves, certains cas les dossiers ont été laissés comme ça. D'où l'intérêt du cadre de coordination que nous avons mis en place. Nous avons formé de manière à ce que lorsque des cas comme ça se produisent, que naturellement la chaîne de santé se mette en branle. Parce que le juge, s'il veut travailler, il travaille sur la base de deux éléments fondamentaux sur une fille qui a été victime de viol. L'acte de naissance et puis le certificat de santé qui montre effectivement que cette fille a été atteinte dans son intégrité physique. Vous comprenez, non? Donc, c'est le document de base. Donc, le juge ne peut pas faire ce qu'on appelle le déni de la justice lorsqu'il a des éléments. C'est pourquoi on parle du système de coordination, système de coopération, système de communication entre tous les acteurs de prise en charge des enfants. Et ce que nous avons fait dans le cadre de ce programme, c'est de faire en sorte que dans chaque région où nous sommes arrivés, toutes les préfectures qui composent une région envoient et leurs médecins, et leur système de santé, et leur système d'éducation, et les travailleurs sociaux. Ensemble avec les juges, on a fait des études de cas, aussi bien pour les enfants, par exemple, auteurs d'infraction, que des enfants victimes. Si tel cas commence comme ça, le signalement, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Mais je ne peux pas dire que nous avons tout fait, parce qu'il reste encore beaucoup à faire, parce qu'on a besoin aussi de beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Mais je vais encore ajouter quelque chose qui est intéressant. Dans le temps, de par le passé, un problème s'est toujours posé. C'est le problème de moyens pour prendre en charge sur le plan de la santé, comment on appelle cette victime. C'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple, chez les médecins, on en a vu ça de Lomé jusqu'à Dapan, si leur rechigne, par exemple, à faire des analyses à l'effet de produire le document de preuve au juge, c'est parce que quelque part, on se posait la question de savoir qui va le prendre en charge. Mais dans le cadre de ce projet et du programme d'appui au secteur de la justice, le ministre a organisé une réunion avec le ministère de l'économie et des finances et des experts et des médecins pour dire la procédure qu'il faut prendre lorsque vous faites cette expertise juridique. Vous qui aviez fait ça, voilà la procédure pour vous faire rembourser. Oui, d'accord. Il y a un élément intéressant sur ce thème que je pense que c'est important de relever. C'est que
Dans un côté, on a la prise en charge de la victime, de la restitution de leurs droits et assurer qu'elle soit prise en charge. Mais dans un autre côté, pour avoir une vraie justice, il y a la nécessité de la responsabilisation de la terre. Et ça, c'est un défi que nous avons aussi à niveau du pays, c'est la responsabilisation des auteurs des violences. Là, on a aussi un grand chemin devant nous pour faire le plaidoyer, pour assurer que tous les acteurs de violence soient responsabilisés criminellement. Et surtout les cas des abus sexuels, des violences, ça c'est inacceptable et nous devons poursuivre nos efforts pour ça. Il y a un troisième élément que c'est important aussi de considérer, c'est l'absence ou bien l'insuffisance la faible, disons, opérationnalisation du système de protection à niveau communautaire, à niveau rural, dans les régions plus reculées. Ça amène parfois, et beaucoup de fois, aux victimes à régler les cas de façon amiable. Amiable, et ça, c'est un autre aspect que nous devons continuer à faire la sensibilisation, parce que les pratiques traditionnelles, les pratiques sociales, les us, les coutumes, le secret de famille. Oui, ça sont des aspects que nous devons regarder et continuer à travailler dans le sens d'avoir un changement de comportement, une négation à ce type de pratiques et que la communauté il prend conscience que ça c'est une violation des droits et elles ont le droit à parler et à dénoncer. Au niveau du ministère, qu'est-ce qui se fait à ce sens-là? Parce que oui, il y a eu des violences, il y a eu des maltraitances, mais on préfère rester en famille. Qu'est-ce que vous faites comme action pour pouvoir amener les gens à briser le silence? Oui, non, le ministère n'a pas... C'est vrai que nous avons des organes de vulgarisation, comme la direction que j'occupe, mais le ministère ne traite pas les trucs informels. Lorsque le cas est commis, par exemple, une infraction est commise, une faute est commise, quand ça arrive au ministère, même si la famille veut aller à l'amiable, la procédure suit son cours. Malgré la procédure, la procédure suit son cours. Mais je vais ajouter quelque chose de très important. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'implantation des maisons de justice et qui s'installent un peu dans les coins reculés. Dans les coins, pas reculés, ça. Par exemple, il y a ça à Saint-Cassé. Saint-Cassé, c'est quand même à 40 km de Dapon. Il y a la maison de justice à Dapon. Il y a la maison de justice à Ketao. Il y a la maison de justice à Anier. Il y a la maison de justice à Pelé. D'accord. Donc, et ceux qui animent les maisons de justice, c'est les magistrats à la retraite. On les appelle les médiateurs. Donc, une manière de dire que ces structures militent en faveur de l'alternative. Par exemple, on a vu le lien qui existe entre le procureur et comment on l'appelle. Lorsque des cas arrivent, le procureur de la République peut charger le médiateur d'assurer la médiation et lui rendre compte. Vous comprenez, non? Donc, il y a ce lien, c'est-à-dire que c'est des chaînes que nous sommes en train de mettre en place à l'effet, effectivement, de trouver des moyens pour dire que la privation de la liberté pour un enfant, c'est vraiment une mesure de dernier recours. Alors, l'accessibilité, avant que vous ne... Oui, allez-y. Non, je peux le dire par rapport à... Vous avez parlé de mesures prises pour briser... Pour briser le silence au niveau des familles. L'UNICEF, il y a une dimension de travail sur ça. Il collabore avec le ministère de l'Action sociale, avec le leader traditionnel et religieux. En 2012, ils ont fait un engagement de noter par rapport à la protection de l'enfant. Ils s'engagent, le leader traditionnel et religieux, ils s'engagent à collaborer avec le gouvernement et avec UNICEF et la société pour changer le comportement de la population sur les pratiques coutumières qui violent les droits des enfants. Et pour la protection des enfants, utilisant les pratiques endogènes à niveau communautaire. Et ça, c'est une des dimensions de travail qu'UNICEF a avec la société civile, avec le ministère de l'Action sociale, qui fait
toujours en collaboration avec le ministère de la Justice. Parce que parfois, dans les sensibilisations, on a besoin d'informer sur la loi, les lois existantes. Et c'est là qu'il y a cette collaboration. Voilà, vous avez fait la transition parce que l'accessibilité de la justice aujourd'hui pour les enfants passe aussi par la vulgarisation de la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, les différents tests adoptés par le Togo pour la protection des enfants sont compréhensifs pour les enfants eux-mêmes? Répétez la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les tests que vous avez eu à adopter au niveau et qui sont appliqués par le ministère de la Justice sont accessibles et compréhensifs pour les enfants eux-mêmes? Les organisations de la société civile qui s'approchent de nous et viennent tant bien que mal, puisqu'elles sont proches des communautés à la base, viennent nous demander la simplification de nos tests. En ce qui concerne, par exemple, les adultes, par exemple, que ce soit le code pénal ou le code des personnes et de la famille, nous avons fait des efforts pour traduire ça en français facile de Lomé jusqu'à Dapon dans les communautés avec le caucus des femmes parlementaires de 2017 à 2018, pendant 2 ans. Donc, pour ce qui concerne les enfants, vous allez voir que les ONG viennent, par exemple, illustrer en termes d'image le code de l'enfant pour des populations qui ne peuvent pas comprendre ça en français juridique qui est difficile, qui n'est pas accessible à tout le monde. J'avoue qu'il y a, au niveau, par exemple, du ministère de la Justice, on travaille avec FODET, le Forum des organisations des droits des enfants, le BNC, le Bureau national catholique pour l'enfant, et la plupart des organisations aussi qui s'occupent des questions des enfants, et à l'effet, même UCJJ, l'Union chrétienne de jeunes gens. Et lorsqu'ils viennent auprès de nous pour travailler et qu'ils ont besoin, effectivement, de monnayer, de faire une traduction, par exemple, d'une disposition en français facile, tout en ne se démarquant pas de l'esprit et de la lettre de la disposition, on est toujours prêt, dans le cadre de la collaboration que le ministère a instituée entre ces organisations de la société civile chargées des enfants et le ministère de la Justice. Et au-delà des organisations, est-ce qu'au niveau du ministère même, il y a un travail qui se fait pour simplifier la compréhension de ces tests aux enfants eux-mêmes? Parce que les enfants aussi doivent comprendre, puisqu'on parle de participation des enfants, c'est un droit. Oui. Ça, c'est un défi. Oui, c'est un défi, mais c'est un défi qui ne relève pas de la responsabilité du ministère de la Justice, mais de l'action sociale des autres acteurs. Nous avons la responsabilité, de mettre des tests à la disposition effectivement des communautés, mais maintenant aller faire la sensibilisation, c'est pour ça qu'on a cette coopération avec les organisations de la société civile pour aller sur le terrain et aller dans les communautés. Il faut voir que les tribunaux ne se trouvent que dans les préfectures et non dans les villages. Or, on a besoin plutôt de vulgariser les tests là en nos langues même d'alphabétisation en milieu. Vous saviez qu'aujourd'hui, au moins, je sais qu'il y a 4 langues d'alphabétisation, le V, le Kabyle, le Ben et puis le thème. Donc, le rôle, par exemple, de notre ministère, c'est de mettre les informations pour que, par exemple, le service chargé de l'alphabétisation au niveau du ministère de l'Action sociale puisse traduire ça et remettre ça aux ONG et puis aux communautés qui travaillent dans les cantons et villages. Alors, le programme d'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants lancé en 2018, c'est ça? 2016. Depuis 2016. En 2016. Mais en 2018, alors de la pose de la première pierre pour le bâtiment qui va accueillir les enfants par rapport à cette justice. Ça visait environ 3600 enfants au Togo, dont 2700 enfants victimes, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que l'objectif est atteint? Depuis 2018 ou bien 2016 pour le programme et 2018 pour ces centres d'accueil? On aboutit la plupart, disons, presque 100% des objectifs du programme. On a défini certaines cibles, on a dépassé même les cibles, soit à niveau de prise en charge, soit à niveau de renforcement des capacités, soit à niveau, on a arrivé au grand objectif qui est de créer les mesures le renforcement du cadre légal à partir d'introduction des mesures alternatives à privation de liberté, et on arrivait à renforcer une dimension très importante du programme qui c'est le suivi de la situation, la collecte d'informations. Le ministère de la Justice, il vient maintenant, c'est en cours de lancer l'annuaire statistique avec des informations sur les enfants dans le système judiciaire
dans les 3 dernières années, il y a une base de données qui a été créée dans le contexte du projet au sein du ministère de l'Action sociale, avec des données depuis 2012 qui montrent un peu l'évolution de la situation. Alors, du point de vue de collecte d'informations, des chiffres, on a plus d'informations actuellement qui vont permettre d'alimenter et orienter la prise de décision, l'élaboration des programmes et le plaidoyer que nous devons le faire. Alors, le programme, disons que aussi, du point de vue opérationnel, le renforcement des structures de prise en charge des enfants, disons que ce qui était prévu dans le projet, on aboutit. Que c'est un nouveau bâtiment pour de la région de Kara pour la prise en charge alternative, pour les mesures alternatives à privation de liberté, une nouvelle brigade pour les mineurs, pour les enfants en conflit avec la loi, totalement alignée aux paramètres internationaux de protection, de prise en charge des enfants. On a aménagé toutes les structures du centre Kakaveli qui maintenant on va ouvrir pour la communauté, pour les enfants de la communauté, y compris les enfants en situation de rue, pour venir accéder à services de protection, d'orientation juridique et donc, les objectifs sont atteints à ce niveau. En termes de chiffres, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Tchaniao? 2000 élèves des écoles de magistrature, police, gendarmerie et la formation sociale ont été touchés par le programme. 260 acteurs de justice et autres acteurs de protection de l'enfant formés sur la procédure judiciaire spéciale. Quand on dit procédure judiciaire spéciale, c'est-à-dire concernant les enfants, donc justice axée sur les enfants. 162 parajuristes, dont 98 femmes formés sur les droits et la protection des enfants. 6 acteurs provenant de ministères différents, à savoir la sécurité, la justice, les affaires sociales, ont participé à une réunion internationale pour voir le cadre légal du fonctionnement du système juvénile au Maroc, à l'extérieur. Et 6 861 enfants en contact avec la loi ont été pris en charge à travers ce projet. Ce qui est intéressant et innovant dans ce projet, c'est aujourd'hui la visibilité que le projet a apportée. Mais le défi, c'est de faire en sorte que ça soit pérenne. Parce que le projet, c'est le projet. Après, il va falloir que... Voilà, c'est la question que je devais poser pour finir. Voilà. Après le projet, qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui se fera? Il faut restituer le projet au niveau du ministère. Lorsque le ministre va lancer ça, il va prendre en charge la communication. Il va faire la communication en Conseil des ministres avec toutes les propositions de pérennisation qui doivent être faites. Alors, madame, il y a bien le projet, il travaillait sur la politique publique. Il y a quand même une nouvelle révision, une nouvelle édition du code de l'enfant. On aura un décret d'exécution des mesures alternatives. Du point de vue de la législation, on aura des nouveaux acquis. On a des acteurs du système de justice qui sont plus habilités pour prendre en charge les enfants en contact avec le système de la justice de façon plus spécialisée. On a le système de collecte de données qui fonctionne, qui est là. Et surtout, on a amélioré les mécanismes de coordination pour la collaboration entre les différents acteurs. Ça nous permet quand même, par exemple, à cette période de pandémie, on a vu l'impact et l'effet de ces projets. On a vu que les juges, les procureurs, ils ont pris immédiatement des mesures pour protéger les enfants qui étaient privés de liberté. Ça montre vraiment qu'il y a un changement. Et donc, il faut une continuité. Il faut une continuité pour pouvoir, pour que la justice ne régresse pas. Mais qu'il y a une évolution. Au contraire, nous sommes salués par l'Union africaine parce que la thématique du 16 juin, c'est une justice adaptée. Et quand ils ont voulu nous interroger, j'ai dit, nous sommes en plein pied dans la justice. On est en train de faire ce qu'on appelle la justice. Merci beaucoup. Je vous avais dit, on est dans une marathon. Alors, on est sur le
Le marathon continue. Voilà. Le marathon Merci continue. beaucoup, Casimir Abenjé. Je rappelle que vous êtes chef de la section protection de l'enfant de l'UNICEF Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci. Mama Raoult Fataniao, vous êtes directeur de l'accès au droit et à la justice au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République togolaise. Merci d'être venu à Radio Diana. Ainsi s'achève nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Réalisation Eliatiko Rémi Moupati. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.